Avant que ça commence, on voulait vous partager quelque chose. Le but d'Harmony Inside, ça a toujours été de mettre en avant les entreprises qui concilient culture d'entreprise forte et succès business. Et pour ça, on a décidé d'aller un cran plus loin. Harmony Inside, ça reste un podcast, mais ça devient aussi un label. Le label qui vous permet de savoir et de faire savoir à quel point votre entreprise est harmonieuse, avec une culture forte, 100% authentique et 0% bullshit. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Mon mail est en description de l'épisode. Promis, vous serez bien reçus. Bon épisode à tous. C'est pas parce qu'on a un métier qui est utile qu'il a pour autant du sens au quotidien pour les équipes. Et puis comment on fera? Parce que moi, j'avais jamais dirigé d'entreprise de plus de 1000 salariés, de plus de 2000 salariés, de plus de 5000 salariés, et ainsi de suite. Ben, on apprend en chemin faisant. Mais non, nous, on n'a pas envie de perdre notre culture d'entreprise. Plus la mer est agitée, plus le cap doit être clair. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Bonjour Willy, Bonjour Vincent. comment tu vas ce matin? Et ben ça va bien. Écoute, ça va bien. Écoute, merci d'être avec moi. Tu as réussi à faire un exploit en plus, et que tu as réussi à me faire lever tôt. Et ceux qui me connaissent bien savent que je suis assez peu matinal. Mais c'est un vrai plaisir d'être avec toi. On se parle grâce à un de tes anciens collaborateurs, qui est aussi un invité d'Harmony Inside, Nicolas Lepochat, dans les épisodes assez récents, qui dirige Gaméo. Donc merci Nicolas de permettre ça. Et puis, en fait, quand il m'a présenté Elena Santé, on dirait il le fait en termes très élogieux, donc c'est toujours un très bon signal. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, c'est que tu diriges une entreprise aujourd'hui dont la mission est de soigner, de prendre soin. Enfin, toi, c'est la notion de care qui est très à la mode dans le leadership et qu'on retrouve beaucoup. Et donc, justement, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que le fait d'avoir une entreprise au centre duquel on peut trouver justement cette notion de prendre soin, comment est-ce que ça va impacter ton leadership et la culture de Helena Santé? Alors, effectivement, on a un métier, donc tu l'as dit, notre métier, c'est soigner, prendre soin de personnes fragilisées. Et forcément, le corps social, j'ai envie de dire, de nos équipes, les métiers qu'on y pratique, même s'ils sont divers, on y reviendra sans doute, nous obligent quelque part et sont dans l'ADN de l'entreprise, de prendre soin finalement, de nos équipes, autant des patients, des résidents, des clients qu'on accompagne. Donc ça fait partie effectivement de l'ADN de l'entreprise et je pense qu'on a su, s'appuyer sur, ce métier parce que c'est pas parce qu'on a un métier qui est utile qu'il a pour autant du sens, au quotidien pour les équipes. Faut pas se leurrer là-dessus. C'est pas parce qu'on est utile que bon voilà, on a été tous applaudis, à 20 heures il y a quelque temps et ainsi de suite. Oui, Bon tout à fait. ça s'est vite, refermé quand même, hein. Bon, donc faut pas confondre l'utilité, je pense, et le sens. Mais en tout cas, on s'est appuyé sur notre métier pour justement essayer de créer une culture d'entreprise et une démarche managériale qui fait sens pour les équipes. En tout cas, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire. Mmh. Du coup, enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que pour beaucoup d'entreprises, justement, le but, c'est de faire se sentir utile à leurs collaborateurs. Et on peut même se demander comment est-ce qu'on fait pour avoir du sens quand on n'est pas une entreprise qui a un impact direct. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette recherche-là, tu vois. Enfin, Mmh. on fait, je sais pas, de la pub en ligne, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour donner du sens à notre activité? Et toi, tu nous dis que même quand on a une activité qui semble, au premier abord, pleine de sens, enfin, tu t'occupes, tu as dit, de personnes en situation de fragilité, bon, l'impact, on le voit tous les jours, et ça suffit pas, pour autant. Non, ça suffit pas parce que, hem je le répète, évidemment que, soigner, prendre soin, accompagner les derniers instants, accompagner les premiers instants, parce qu'on a aussi des crèches, hein, on y reviendra, de la vie, l'utilité, elle est évidente. Pour autant, le sens de ce que je fais moi dans mon métier, le sens de ce que fait le collectif,
ce que fait l'entreprise, la façon dont le collectif, la façon dont l'entreprise a envie de faire ce métier, parce que des métiers utiles, on peut les faire avec des sens différents, hein, et avec des objectifs différents. Eh bien, je pense que c'est très important de travailler là-dessus et on y travaille peut-être autant que les autres, enfin sans doute autant que les autres entreprises. Et je veux dire, c'est pas parce que le métier fait sens entre guillemets naturellement que on est exonéré de ça. Pas du tout. Faut surtout pas croire ça. Et on n'a jamais cru ça chez Lena Santé. Alors après, effectivement, ce métier, il oblige aussi parce que on est dans des périodes importantes de la vie, et évidemment. On est en contact continu avec les personnes qu'on accompagne. Chez nous, il n'y a pas des usines et avec des clients que nos équipes ne voient jamais. Nos équipes vivent avec les personnes qu'elles accompagnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est forcément un lien particulier. Donc ça nous oblige d'autant plus. Mais il ne faut pas, surtout pas croire que parce qu'on a un métier qui est utile, jugé indispensable à une certaine époque parmi les quelques activités qu'on ne fermait pas, qui n'étaient pas arrêtées, eh bien voilà que le sens il est donné immédiat. Alors justement, je crois que c'est le moment de donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux déjà toi te présenter et nous présenter Elena Santé? Alors moi j'ai 50 ans. Alors ça fait bizarre de le dire parce que ça fait pas très longtemps, donc ça fait quelques jours. Joyeux anniversaire et bienvenue dans cette Merci. nouvelle décennie alors. Je suis marié, j'ai 3 enfants, ça fait depuis plus longtemps. Moi j'ai fait mes études à l'EM Lyon, promo 98, donc coupe du monde, la première. Et puis en sortant de l'EM Lyon, j'ai travaillé 1 an chez Unibail en tant que contrôleur de gestion et puis j'ai rejoint ensuite l'entreprise qu'avait créée mon père à Nantes, donc enfin, ce qui est devenu Helena Santé, donc en septembre 99, qui était à l'époque une PME. Hein, il y avait 200 salariés à peu près sur 4 sites et puis 7 personnes au siège, alors qu'on appelait les bureaux à l'époque, c'était pas le siège. Et voilà, j'ai rejoint l'aventure familiale. Alors, je vais le préciser peut-être dans nos échanges familiales parce que ça a toujours été familial avec un S, j'ai envie de dire, une aventure collective. Donc voilà et puis aujourd'hui, je suis directeur général de Helena Santé. Euh, alors, Helena Santé, qui on est donc on est une entreprise familiale que mon père a créée en 90. Notre métier, c'est, tu l'as dit, soigner, prendre soin de personnes fragilisées. Alors concrètement, fragilisées par la maladie, chronique ou non, le diabète, les problèmes de psychiatrie, Alzheimer ou autres, les accidents de la vie, neurologiques, AVC, locomoteur, cardiovasculaire et autres, et puis l'âge. Et aujourd'hui, donc on a des cliniques de chirurgie, des cliniques de réadaptation, de psychiatrie, des hôpitaux à domicile, des EHPAD, des centres de santé et puis des crèches. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est à peu près 9000 salariés euh, au sein de 86 établissements en France essentiellement, mais on a aussi un petit peu d'activité en Belgique et en Pologne. Mmh. Et donc du coup, tu dis que tu as rejoint ce groupe en 1999. Tu dis que c'est une entreprise qui est familiale avec un S, donc Oui, multifamiliale si on peut dire. oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qui amène à 9000 salariés aujourd'hui? Parce que j'imagine que c'était pas forcément déjà le cas quand tu es arrivé. Ah non, 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 pas du tout, hein. Je suis arrivé, effectivement, on était 7 au Mmh. bureau, on partageait des locaux, un niveau d'étage, et il y avait 200 salariés sur 4 sites. Alors l'histoire, elle est, Hem, je pense que l'histoire d'une entreprise, d'abord, c'est toujours la rencontre de différents sujets personnels et puis professionnels. Mon père, avait créé une précédente entreprise, il faisait de la promotion construction immobilière de maisons et d'immeubles, de bureaux et de logements. Et puis, il, enfin souffrait, le terme était peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, il regrettait beaucoup la non le lien, discontinu avec les gens avec lesquels il travaillait, hormis son équipe. Puisque une fois que tu as livré une maison à quelqu'un, en général, tu le revois pas, sauf s'il y a des problèmes, grosso modo, des fuites, des machins et compagnie. Bon. Et il avait envie d'un lien continu avec ses clients. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il avait une de ses grand-mères, sa grand-mère «préférée» entre guillemets, qui avait des problèmes de mémoire. Alors à l'époque, il y avait pas on ne parlait pas d'Alzheimer et autres, hein, c'est une Mmh. période assez lointaine là. Et puis de la référente familiale qu'elle était, elle était devenue le problème de la famille. Parce que plus elle perdait la mémoire, plus elle posait de problèmes aux aidants, à ses enfants, et plus elle changeait de lieu parce que les aidants s'épuisaient, et plus elle perdait sa mémoire. Bon, voilà. Et donc elle a fini, donc elle était devenue un petit peu le problème de la famille, et puis elle a fini ses jours à l'hôpital dans des conditions compliquées. Bon, donc ça l'a beaucoup marqué.
Et puis, donc l'agrégat de tout ça, c'est qu'il a commencé à se dire: «Mais est-ce qu'il y aurait pas moyen d'accompagner les personnes âgées un peu différemment de ce qu'il avait vécu?» Et lui avait plutôt une idée au départ de résidence-service, donc de logement, parce qu'il savait construire du logement pour des personnes âgées avec du service. Et puis il a rencontré des médecins qui lui ont dit: «Non, non, c'est pas du tout ça le besoin. Voilà les courbes démographiques et les besoins, ce sera des maisons de retraite médicalisées, donc avec du soin, donc ce que sont devenus les EHPAD». Et puis voilà, et puis lui devait donc des médecins qui se sont associés sur un projet de création d'un établissement à Nantes. Lui devait le construire au départ uniquement, et puis les médecins se sont fâchés, il en est resté un. Le projet était assez abouti puisqu'il y avait l'autorisation, il y avait le terrain, il y avait le permis de construire. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête et puis tout le travail est perdu? Et puis il y est allé. Et donc, il s'est associé avec différentes, parce qu'il n'avait pas les moyens d'y aller tout seul, avec le médecin et puis différentes familles. C'est pour ça que je parle de familial avec un Mmh. S, puisqu'il y a des familles qui nous accompagnent depuis maintenant 35 ans, pour lancer en fait la création de ce premier établissement. Et puis, là aussi dans les histoires d'entreprise, 93, crise immobilière. La première entreprise qu'il avait créée disparaît en quelques semaines. Et ça, moi, je m'en souviens très bien, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, ça a fait la bascule en fait vers ce nouveau métier qu'il pratiquait entre guillemets à temps partiel. Et donc, ça a été le lancement d'Elena Santé avec la bascule puisque la première entreprise fermait, le lancement du deuxième établissement, et puis voilà, l'aventure était partie. Et alors justement, autant le modèle d'entreprise familiale, on a déjà pu en recevoir quelques-unes sur ce podcast, et c'est déjà des sujets très intéressants en termes de gouvernance, et pas toujours des sujets très simples. Alors quand tu rajoutes un S, est-ce que la gouvernance d'une entreprise multifamiliale, c'est les soucis de gouvernance d'une entreprise familiale au carré, au cube, etc., en fonction du nombre de familles, ou comment est-ce que tu gères ça, et comment est-ce que ça se gère dans le temps aussi, parce que tu as des sujets de reprise, de transmission, qui sont encore une Tout à fois fait. démultipliés. Oui. Alors, ça a été effectivement des familles qui se sont associées autour de mon père à partir d'un projet assez simple. Lui avait un projet entrepreneurial. Est-ce qu'ils acceptaient de le financer? Et d'accompagner le financement de ce projet. C'était pas de s'associer opérationnellement, hein, c'était avec un principe qu'il avait présenté très clair: si vous avez un peu d'argent à perdre, ça tombe bien, confiez-le moi, parce que je vous garantis rien du tout. Bon, donc c'était clair. Opérationnellement, c'était lui qui portait le projet avec le médecin, les familles venaient financer. Ensuite, il s'est associé en 92 avec d'autres familles parisiennes là, 3 familles, où là, 2 d'entre elles étaient au conseil d'administration et l'une d'entre elles était opérationnelle, qui s'occupait du développement de l'entreprise. Donc là, effectivement, ça a été une association très concrète, opérationnelle, vécue. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, les familles parisiennes ne sont plus actionnaires de l'entreprise et plus opérationnelles. Les familles nantaises, elles le sont restées. Et donc tu l'as dit, oui, ça a été opérationnellement, un partage de gouvernance, même s'il y avait un président de l'entreprise qui était mon père, mais enfin il y avait une coopération très, très forte, hein, et très régulière. Et puis au sein des familles, et y compris de la mienne, puisque j'ai 2 sœurs, ça a été effectif, et c'est toujours, hein, une gouvernance, et on a beaucoup à progresser encore, avec ça. On a rejoint récemment le FBN, le Family Business Network, qui rassemble des entreprises familiales, et justement on rencontre différentes familles pour s'inspirer de ce qu'elles font, pour animer la gouvernance familiale, parce que nous, on a beaucoup à progresser encore. Mais donc depuis 35 ans, on a des familles qui nous accompagnent, non pas, je le répète, opérationnellement, mais au niveau actionnarial, et on anime cette communauté de première génération qui est devenue maintenant la deuxième génération aussi, parce qu'on a les enfants des associés de mon père qui sont associés. Et mon père a impulsé quelque chose qui a fait tache d'huile, j'ai envie de dire, auprès de ses associés à l'époque. C'est qu'à un moment donné, il a fait un choix fort en disant: je ne céderai pas l'entreprise, d'une part, je ne la céderai pas à mes enfants, je ne veux pas qu'ils la payent, et donc je vais leur transmettre. Et donc il a transmis les parts de l'entreprise depuis une bonne dizaine d'années à mes 2 sœurs et à moi-même. Mes 2 sœurs n'étant pas actives dans l'entreprise. Enfin, une, on y reviendra peut-être, qui commence à l'être, mais jusqu'à présent, elle ne l'était pas. Je suis le seul à travailler dans l'entreprise. Et donc, ça a impulsé en fait un mouvement chez les autres familles aussi, qui, elles aussi, ces associés ont transmis à leurs enfants en fait leurs actions. Et donc maintenant, le cercle actionnarial effectivement s'élargit avec la deuxième génération, et il faut qu'on renforce l'affectio societatis autour de l'entreprise. Et alors, justement,
tu vois, tu dis, on est sur la deuxième génération. Toi, en quelle année tu reprends finalement les rênes opérationnelles de l'ENA? Hem, Ça date d'il y a, 5-6 ans. Oui, 5-6, oui, 5-6 ans. En fait, moi, je suis arrivé donc, mon père était le président de l'entreprise et il allait, donc il y avait 4 établissements. Je suis arrivé en même temps que le cinquième. Pourquoi je suis arrivé? C'est que les 4 premiers étaient dans l'ouest, c'était le même métier, des EHPAD. Le cinquième était, et toujours d'ailleurs dans le sud de la France, et c'était une clinique de réadaptation. Donc nouveau métier, assez loin. 1er élément. 2e élément, c'est que mon père allait quasiment sur, chaque établissement toutes les semaines. Et donc, ma mère lui a fait comprendre que, à 4 jours semaine, 4 déplacements plus une journée au bureau, là, il commençait à manquer des jours dans la semaine. Bon, Mhm. donc il m'a proposé de rejoindre l'aventure. Moi, je connaissais l'entreprise, hein, j'avais été quand même, pas biberonné, mais enfin, évidemment, je connaissais l'entreprise. Je la connaissais pas beaucoup de l'intérieur, si c'est que j'avais travaillé à l'accueil dans des établissements en job d'été et puis, job de remplacement de vacances, ainsi de suite. Mais voilà, mais je connaissais pas plus que ça et quand je suis arrivé, donc j'ai pris une partie de ces fonctions, c'est-à-dire accompagner les établissements, donc devenir quelque part le N+1 des directions d'établissement qui, à l'époque, avaient toutes le même profil, anciennes infirmières. Elles avaient 2 fois mon âge et en plus, j'étais le fils du patron. Donc j'avais un peu de preuves quand même à faire. J'ai eu de la chance sur, ce qui s'est passé au moment de mon arrivée, et voilà, donc j'ai été ce qu'on appelle directeur d'exploitation, donc accompagner des établissements à être le N+1 des directions d'établissement. Et puis petit à petit, j'ai élargi mon rôle au sein de l'entreprise et donc il y a 5-6 ans, mon père a commencé à se retirer opérationnellement des activités. Je peux pas forcément parler d'une reprise, parce qu'il continue, c'est un chemin, hein, qui est encore en Mhm. cours puisqu'il est là au bureau, alors il est plus souvent absent maintenant, il y a des semaines, voilà, régulièrement, il est absent, mais enfin sinon, il est là 5 jours par semaine. Donc, il a ses missions et des sujets sur lesquels il intervient pas du tout et j'ai pris effectivement la direction de l'entreprise en interne et en externe, depuis maintenant 4-5 ans. Sachant que c'est une direction générale, «tricéphale» entre guillemets, puisqu'il y a mon père préside l'entreprise et le conseil d'administration. Je suis le directeur général et j'ai un homologue, puisque je le considère au même niveau que moi, qui est le directeur, général, délégué aux finances, qui est là depuis 2006. Et c'est vraiment un trio au sein de la direction générale, et moi je considère, voilà, Damien Billard, le DG délégué aux Mhm. finances, comme mon alter ego. Hmm. Ça me fait penser, tu vois, à une autre histoire de transmission familiale sur un autre épisode qu'on avait pu faire avec une entreprise qui s'appelle Clinitex, que tu connais peut-être, De nom uniquement. c'est une entreprise de nettoyage de bureaux qui, pareil, s'est développée partout en France maintenant avec une très belle culture entre Édouard Pic le fils et Thierry Pic le père, qui étaient au départ laveurs de carreaux et qui ont fait une super boîte, pareil, avec plusieurs milliers de salariés un peu partout en France. Et typiquement, quand je discutais avec Edouard sur ce podcast, il y a ce côté, tu veux pas juste prolonger une dynamique qui existe déjà, c'est que tu as aussi envie de, et puis comme dans n'importe quel changement de direction, en fait, tu as envie de donner un nouveau cap, de faire passer, enfin, une nouvelle ambition, faire passer un nouveau cap à l'entreprise. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as connu? Et si oui, comment est-ce que ça s'est matérialisé? Alors, c'est pas facile de répondre parce qu'effectivement, nous, chez nous, on n'est pas tout à fait dans le cadre d'une succession. Hmm. Enfin, il va y avoir succession, c'est, voilà, dans la tête de chacun, c'est clair, ainsi de suite, mais comme je dis de temps en temps, si ce n'était qu'une succession, soit je suis quand même un peu lent à la détente parce que ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, enfin, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, finalement. Donc je suis vraiment lent à la détente quand même, hein, lent à la détente. Mais, en fait, ça a été un chemin, au sein de l'entreprise et ensemble, quelque part, d'abord dont on n'avait pas du tout la cible, hein. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise, l'objectif de mon père, et de ses associés, c'était d'être un acteur régional, d'EHPAD, donc sur le Grand Ouest de la France, puisque on est nantais et notre siège est à Vertou, précisément à côté de Nantes. Donc il y avait pas d'horizon clair, fixé. Je suis venu pour, moi j'étais un généraliste, j'avais envie d'intégrer une PME, en tant que généraliste et c'est ce qui m'était proposé chez Helena Santé. Donc il y avait pas d'horizon très clair, il y avait une ambition, mais il y avait pas d'horizon très clair. On a cheminé ensemble, heu et heu heu et oui, petit à petit, bah, moi j'ai apporté ma touche.
parce qu'on fonctionne pas de la même façon, parce qu'on n'a jamais eu d'énormes désaccords en 20 et quelques années. Et on s'était fixé un principe aussi qui, je pense, était crucial, c'est que, euh, il n'avait pas eu besoin de moi pour créer ces entreprises, en l'occurrence. J'avais pas eu besoin de lui, enfin, si ce n'est de mes parents quand même pour financer mes études, mais pour débuter ma carrière professionnelle. Et on ne se fâcherait pas pour le travail. Et donc, si ça ne marchait pas, on arrêterait. C'était tout. C'était aussi simple que ça. Bon. On s'est pas fâché. Et donc, en fait, ce dont je remercie beaucoup mon père, c'est m'avoir donné une opportunité d'intégrer une entreprise et voilà. Deux, d'y avoir la confiance dans le fait d'y avoir apporté ma touche. Et oui, c'est pas, je ne suis pas mon père et je manage pas de la même façon, et ainsi de suite. Et trois, d'avoir eu l'intelligence de se retirer progressivement. C'est-à-dire pas d'une rupture brutale où bon bah maintenant voilà, voilà les clés, à toi de jouer puis débrouille-toi quoi. Non, ça a été un retrait progressif et je pense que c'est pas évident ça pour un dirigeant plus qu'à créer l'entreprise, de dire petit à petit je m'efface quoi. Je m'efface à l'intérieur de l'entreprise, je ne suis plus celui qui représente l'entreprise pour les salariés, c'est pas du tout anodin quand même. Et à l'externe, bah, je m'efface petit à petit. Et ça, je remercie beaucoup mon père d'avoir eu cette intelligence dans le, oui, dans le temps, de m'accompagner dans le temps et de s'effacer et d'accepter de s'effacer. Hmm. Effectivement, quand on parle de succession, il y a une très bonne série en 4 saisons qui te montre que c'est pas toujours aussi simple euh, sur ce type de transmission. Voilà, fin de la parenthèse série. Et tu as fait quelque chose aussi depuis t'as pris entre guillemets ces fonctions-là, que je trouve intéressant, notamment dans ce concept de à la fois donner un nouvel élan et pérenniser en fait ce qui s'est fait depuis toujours chez Elena. Tu as fait passer Elena Santé entreprise à mission, alors pas tout seul, je m'en doute, hein. Mm. Mais alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi de cette démarche qui est finalement, enfin, alors j'ai pas fait mes devoirs sur tous tes potentiels concurrents, mais pas forcément quelque chose qu'on imagine au premier abord. Pour un groupe de ta taille, ça doit pas être si simple que ça à structurer dès le début, quoi. Alors, en fait, ça a été une espèce de suite logique dans l'histoire de l'entreprise et dans l'ADN de LNA Santé. Et puis aussi un moyen de passer un nouveau cap, en fait. Suite logique parce que, alors, le défaut d'une entreprise familiale avec une gouvernance longue, le principal intérêt, je pense, d'une entreprise familiale, c'est cette vision long terme. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est cette vision long terme. Nous, on n'est pas là pour faire notre carrière, pour faire un coup, pour être là 2 ou 3 ans. On est là pour durer quelque part. Et dans le message vis-à-vis de nos équipes, je pense que, et moi j'ai beaucoup de mes équipes, mes directions de service qui sont là depuis 5, 10, 15 ans pour la plupart. Donc il y a vraiment cette notion de durée. Et je pense que dans nos métiers, c'est très important. Donc il y a cette notion de durée. Mais le défaut d'une entreprise familiale, entre guillemets, c'est que comme les dirigeants et les équipes souvent autour durent, on a l'impression que la stratégie, en fait, elle est explicite. La stratégie implicite, elle est finalement explicite. Elle l'est pas du tout. On s'est rendu compte. Donc, on n'avait jamais rien formalisé. Jusqu'à 2010, on n'avait jamais formalisé quoi que ce soit sur la stratégie d'entreprise. Bon. Et puis en 2010, on a pris des tournants stratégiques. On a fait différents développements qui ont été des tournants. Et puis là, on s'est rendu compte que bah, même dans un cercle très restreint, il y avait des façons de voir la stratégie de l'entreprise. On s'est dit, oh là, ok, donc là, il faut qu'on pose quelque chose quand même. Donc on a travaillé ça en collectif, un petit collectif dans un premier temps, une quarantaine de personnes, qu'on a élargi, puisqu'on a, là, on en est à la saison 3 de notre projet stratégique qui s'appelle Grandir ensemble. Donc là, on s'est Grandir ensemble 3, c'est la saison 3. On a beaucoup élargi le collectif depuis, hein, parce qu'il y a plus de 1000 salariés qui ont contribué au projet stratégique. Et donc, dans cet ADN, il y avait cette notion de responsabilité et de long terme, déjà, qui colle bien avec les entreprises à mission. Donc, c'était dans l'ADN de l'entreprise. Pour autant, il y avait un retard, clairement, sur le volet E de la RSE et de la dynamique environnementale au sein de l'entreprise. Donc, c'était aussi un moyen de passer un cap sur ce plan-là. Et puis, quand je dis passer un cap, c'est un moyen d'élever le niveau d'exigence. C'est-à-dire que le précédent projet stratégique G2, on avait construit le projet stratégique et ensuite on a construit notre politique RSE. C'était pas discordant, sauf que ça faisait une couche supplémentaire. Eh bien là, on s'est dit non, mais on va pas faire 2 couches parce que c'est trop compliqué à gérer, c'est compliqué à comprendre pour les équipes. Et donc dans le projet stratégique, on a complètement intégré cette démarche RSE. Et dans les actions de la démarche RSE, on s'est dit avant 2027, on sera devenu entreprise à mission.
Et puis finalement, en lançant le projet Strat, on s'est dit, bon, bah maintenant, on y va. Et au moins, ça va impulser quelque chose de très fort, très rapidement. Donc, on est effectivement devenu entreprise à mission il y a 1 an, qui, je le répète, c'est logique dans l'histoire de l'entreprise, je pense, et Mmh. je le dis souvent en interne, on aime bien les comparaisons sportives au sein de l'entreprise. C'est la Ligue des champions là, de la RSE, entre guillemets, le fait de devenir entreprise à mission. Donc, clairement, c'est plus exigeant et c'est plus impactant pour l'entreprise, et c'est ce qu'on vit depuis 1 an, c'est clair. Et puis ça a beaucoup de sens, c'est exactement ce que tu décris, c'est de ce côté, des fois la politique RSE est une couche en plus qui peut être vue comme une Exactement. contrainte ou j'ai pas de mot en français, mais un filler, quoi, tu vois, un truc qu'on fait parce qu'il faut le faire et on remplit ça Exactement. comme on peut, etc. Là, tu le fais, t'as une approche qui est beaucoup plus symbiotique, qui est exactement celle de l'entreprise à mission. En fait, tu vas te fixer des objectifs qui doivent être des objectifs business quelque part, même si c'est pas des objectifs Tout à fait. financiers. Donc Exactement. ça a une visée assez transformative. Et finalement, Ouais, pardon. aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte justement, tu vois, en termes qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour Elena, Alors, évidemment. juste pour rebondir, je vais répondre à ta question. Moi, j'avais été aussi marqué parce que j'ai une de mes sœurs qui a été responsable RSE dans une entreprise française que je ne nommerai pas à l'étranger. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que la démarche RSE, c'était bien quand l'entreprise allait bien. Mais dès que ça se tendait un peu au niveau business, bon, c'était OK, c'était sympa avec tes trucs là, mais là, on n'a plus le temps en fait. Hmm. Et nous, on voulait absolument éviter ça moi, j'en avais beaucoup discuté avec elle et on voulait absolument éviter ça. Et tu l'as dit, ça fait partie de notre projet stratégique. Donc, ça se négocie pas, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc que tu fais ça éventuellement si tu as le temps. Ça fait partie du projet stratégique. Qu'est-ce que ça nous a amené? De l'exigence supplémentaire, et je reviendrai sur la notion d'exigence si tu veux après. De la discipline aussi, dans les notions d'action, d'indicateurs, de suivi, de reporting, parce que sinon, le reporting économique, il est de fait. Je veux dire, tous les mois, tu as ton chiffre d'affaires, ainsi de suite. Bon, il y a pas de sujet. Le reporting sur des indicateurs d'entreprise à mission, il n'est pas de fait, il faut le construire. Il y a un certain nombre de choses qualitatives ou autres. Ça ne remonte pas tout seul, hein, c'est pas dans les tuyaux, c'est pas natif, quoi. Donc il y a besoin voilà, il y a besoin d'une discipline. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, sur les aspects d'exigence, discipline, reporting. Et puis ça nous enrichit. On a mis en place notre comité de mission il y a quelques mois maintenant, qui est franchement un super comité de mission, avec des personnes avec différents profils, différentes histoires, anciens DRH de la Marine nationale, patientes expertes, enfin, différentes personnes, c'est vraiment enrichissant, spécialistes de la RSE, mais côté environnemental fortement. Bon. Et on l'a fait présider par Claude Évin, ancien ministre de la Santé. Et ce comité de mission, il nous challenge, il nous bouscule, et de manière bienveillante. C'est vraiment, on a fait 3 journées de comité de mission jusqu'à présent. C'est Hmm. vraiment des journées enrichissantes. Et il y a du plaisir en plus à être ensemble, ce qui n'est Hmm. pas anodin. C'est pas du tout une contrainte aujourd'hui, c'est vraiment une dynamique chez nous, ce qui est super, je trouve. Oui, et puis visiblement, t'en fais aussi quelque chose d'utile pour toi, parce que enfin, tu vois, un comité de mission est quand même de fait assez consultatif, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc tu pourrais très bien le mettre parce qu'il faut le mettre et en réalité ne pas en faire grand chose, chose qui existe. Hein. Mais toi, du coup, ouais, tu trouves que ça apporte quand même une plus-value en termes de vision, en termes d'orientation, en termes de. Oui, oui, parce que en plus, on en a fait, je pense, un lien opérationnel entre guillemets, c'est-à-dire avec des gens qui, pour certains, nous connaissaient pas d'ailleurs, d'autres qui nous connaissaient. Claude Évin, Olivier Lajousse, qui est membre de notre comité de mission, qui nous connaissaient, et donc qui interviennent à d'autres endroits de l'entreprise. Donc eux, quelque part, qui font le lien. On a fait le lien aussi parce qu'il y a notre directrice médicale qui est membre du COMEX, qui est membre du comité de mission. On a un de nos représentants, enfin un de nos membres du conseil d'administration, Damien Verdier, qui est aussi membre du comité de mission, donc qui fait le lien avec le CA. Et donc on a essayé vraiment de tisser une espèce de toile d'araignée en fait entre le comité de mission pour qu'il soit pas hors sol, pour que effectivement ce que tu dis 2 ou 3 fois par an, on ait un espèce de passage obligé avec des gens qui sont complètement hors sol par rapport à l'entreprise. C'est des bonnes intentions, bon, super, bon, bah, ok, merci, et à la prochaine fois. Nous, on voulait absolument éviter ça, et donc on a tissé des liens avec l'activité, j'ai envie de dire, de l'entreprise pour à la fois nous challenger, nous inspirer, nous sortir, nous ouvrir vers l'extérieur, mais en même temps, les pieds dans la glaise, j'ai envie de dire, en réalité avec le quotidien.
Mmh. Et alors pour revenir sur le quotidien justement, tu vois là, tu nous as parlé d'exigence, de discipline, de responsabilité, de long terme, et cetera. Si on va au-delà de cette mission, enfin, et pour aller sur la culture de Helena Santé, qui est quand même le sujet de notre podcast, comment est-ce que tu décrirais cette culture aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire que j'ai relu son livre là, cet été là. J'aime bien la formule de Claude Onesta, qui est intervenu chez nous il y a quelques années, d'exigence bienveillante. Mmh. C'est-à-dire que, on veut être des bons professionnels, on a une mission de service public, quel que soit notre statut, privé, associatif, public dans nos métiers, mais nous on considère qu'on a une mission de service public. Hem, on est dans une vision de long terme, et quand je dis, exigence bienveillante, c'est-à-dire donc on est exigeant vis-à-vis de la qualité de service qu'on veut atteindre, on est exigeant vis-à-vis de nos équipes, heu, mais une exigence bienveillante ou une bienveillance exigeante d'ailleurs, ça peut se retourner, hein, c'est comme on veut. Mmh. Mais on pense que c'est dans une bonne ambiance, c'est dans la simplicité, c'est dans l'humilité, parce qu'on n'est pas parfait, parce que nos métiers sont des métiers à risque forcément, et qu'on fait pas tout bien tous les jours. Et puis humilité parce que moi mes grands-parents étaient agriculteurs, hein, des 2 côtés, donc je sais très bien d'où je viens. Et donc on veut garder cette humilité, et cette, et ce qu'on a à travailler à renforcer encore certainement, c'est, même si c'est une base sur laquelle on s'appuie beaucoup chez nous, c'est à la fois pour l'ensemble de nos équipes, hein, et de nos professionnels, c'est, le pouvoir d'agir de chacun. On veut pas devenir une grosse machine administrative malgré la croissance de l'entreprise. Moi, j'ai connu des équipes, tout au long de la croissance de l'entreprise qui disaient: «Mais ce sera plus pareil quand on sera, 1000, mais ce sera plus pareil quand on sera 5000, mais ce sera plus.» Et puis comment on fera? Parce que moi, j'avais Mmh. jamais dirigé d'entreprise de plus de 1000 salariés, de plus de 2000 salariés, de plus de 5000 salariés et ainsi de suite. Ben, on apprend en chemin faisant. Mais non, nous, on n'a pas envie de perdre notre culture d'entreprise. Donc on va y revenir sans doute sur comment on l'a on l'a fait, heu, héritage et mutation, j'ai envie de dire, hein, comment on la Mmh. garde tout en l'adaptant. Et donc ce pouvoir d'agir des équipes, ce pouvoir d'agir de nos professionnels et cette coopération au sein des équipes, ça c'est je pense que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise. Mmh. Et moi je sais que pour je lis beaucoup, en tout cas j'essaye de beaucoup lire, de la des, l'histoire de d'autres entreprises, des exemples de managers, de la philosophie, des exemples de sportifs de haut niveau, je parlais de Claude Onesta ou d'autres. Mmh. Donc ça m'inspire beaucoup et puis on travaille beaucoup. Moi, je connaissais pas du tout l'armée. Je fais partie de la génération qui a juste, esquivé, le service militaire juste à la fin là. Et on vous en Heu, remercie. et je connaissais pas du tout, puis j'avais une image, bon voilà, celle que je pense que beaucoup, Mmh. d'entre nous, peuvent avoir. Et en fait, ça a été une vraie révélation Mmh. quand j'ai échangé avec, des militaires, notamment Olivier Lajousse que je citais tout à l'heure, Mmh. l'ancien DRH de la Marine nationale. Là, on sort d'une formation avec, des anciens commandants de marine, pas plus tard qu'il y a 3 jours là. Et depuis, on s'inspire beaucoup d'eux, on les fait beaucoup intervenir, en formation auprès de nos équipes, parce qu'il y a des principes de coopération, de pouvoir d'agir de chacun, sans nom, sans grade. Ceux qui font savent, Mmh. ceux qui font savent, pardon. Mmh. Ouais. Ça nous intéresse beaucoup et on s'appuie beaucoup sur cette culture. Donc, voilà, si je devais résumer ça, mais si c'était en 2 mots, ce serait vraiment exigence bienveillante. Mmh. Ouais, très clair. Et alors justement, tu disais, il y a à la fois comment est-ce on garde cette culture pour pas la perdre et en même temps, nous, on n'avait jamais rien formalisé jusqu'il y a peu de temps. Alors tu parlais de la Mmh, stratégie. mmh. Est-ce que ce travail de formalisation de ta culture, c'est quelque chose que vous avez fait chez Helena? Oui. Oui, parce qu'effectivement, quand on est, d'abord, la particularité de nos métiers, de nos équipes, c'est qu'on n'a aucune capacité. Alors, il y a quelques années, je disais: On réserve le Zénith de Nantes et on fait venir, tout le monde». Là, 9 000, ça sera compliqué. Il faudra une plus grande salle, mais nous, on Mmh. peut pas arrêter nos activités et dire, bah, 1 jour par an ou 2 jours par an, j'en sais rien, il y a le séminaire Tu peux d'entreprise pas ou je laisser sais tes pas quoi. patients en disant: «Je suis en Voilà, séminaire, vous revenez demain». Ouais, ouais, c'est sûr. exactement. On revient demain soir et puis débrouillez-vous d'ici là. Bon, donc on peut pas, et donc on n'a pas une usine non plus avec 9 000 personnes qui sont, derrière. Bon, on a des sites et par nature des équipes qui ne se rencontrent que très peu, voire jamais, et qui, pour un certain nombre de professionnels, n'auront jamais vu un autre établissement de Helena Santé. C'est-à-dire
Le seul rapport que j'ai avec l'entreprise, c'est l'établissement dans lequel je travaille. Bon. Donc, comment on crée déjà un sentiment d'appartenance? C'est un vrai investissement parce qu'il y a de l'éloignement géographique et il y a de la continuité d'activité qui nous empêche de. Donc ça veut dire que, et puis en plus, on a renforcé ça parce que chez nous, chaque établissement a un nom. On est Mmh. très attaché à l'ancrage territorial. Donc c'est pas LNA Santé Nantes, LNA Santé Bordeaux, ainsi de suite, c'est un nom. Donc le professionnel sur son établissement, il est rattaché déjà au nom de l'établissement pour lequel Oui, il tu as vraiment travaille. une unité d'appartenance qui est ton établissement, quoi. Exactement, exactement, et qu'on revendique, hein. Donc il faut une unité d'appartenance aussi à l'ensemble de l'entreprise. Donc une double appartenance quelque part. C'est pas simple. Quand je lisais un livre sur Decathlon cet été là, quand je suis à Decathlon Vertou, on a un Decathlon juste à côté de chez nous, je suis le Decathlon. C'est pas Ouais, ouais, tu pas chez le, Decathlon Vertou, le- c'est voilà. c'est Enfin, ou ouais, le Vertou Sport ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, on exactement. est Je suis d'accord. pas à Vertou Sport, je suis à Mmh mh. Decathlon. Il est à Vertou, mais nous c'est voilà. Donc il y a ça, c'est plus compliqué. Donc on investit beaucoup sur ces temps où on sort des professionnels, alors évidemment pas en masse, hein, par métier, ainsi de suite, pour les faire se rencontrer. Parce que la première culture d'entreprise, c'est de rencontrer des collègues qui viennent de d'autres établissements. Et donc, on a ce qu'on appelle des journées métiers, par exemple, qui réunissent 1000 professionnels par an. Donc, on a une trentaine de journées métiers pour les Mmh. infirmières, pour les chefs de cuisine, pour les médecins, enfin quasiment tous les métiers d'entreprise qui se réunissent à Nantes ou dans les environs, souvent pendant un jour et demi, où on va échanger sur la culture, la stratégie d'entreprise, des ateliers de mise en mouvement, j'ai envie de dire, et puis des sujets plus techniques, plus spécifiques au métier en question. C'est toujours organisé comme ça. Donc c'est un gros travail de nos équipes du service ressources humaines et des autres services du siège aussi pour accompagner ça. Et donc voilà, donc ça c'est un taux d'investissement fort, hein, Mmh. déplacements, hôtels, animation, et ainsi de suite. Mais on y est très attaché parce qu'il y a un passage par le siège pour démystifier aussi le siège. Je ne suis jamais venu au siège, je travaille à Bordeaux, à Lille, et ainsi de suite. Mmh, Qu'est-ce bien que sûr. c'est que le siège? Qu'est-ce qu'ils font que ces gens-là? Il y a pas de patients, il y a pas de résidents. Bon, donc je passe par le siège, tu es accueilli par le siège. On est un métier dans un métier d'accueil aussi, donc c'est important ça. Donc voilà, donc on investit, beaucoup. Il faut incarner aussi. Moi, je vais sur les établissements régulièrement, pas sur tous les ans évidemment. Mon père aussi y va. Donc il faut incarner l'entreprise et se déplacer régulièrement. On a une démarche, et on va y revenir sur la formalisation de la culture qu'on appelle Esprit. Et puis on a aussi un truc qui peut être totalement anodin, mais qui ne l'est pas. On est partenaire du FC Nantes. Ah oui, Qu'est-ce que effectivement. ça amène dans la culture d'entreprise? Ah bah, c'est À c'est premier un abord, club on qui se a quand dit même rien. une culture et une histoire et Oui, un alors, projet de jeu depuis qui quand même avait assez qui longtemps. avait Il y avait malheureusement, qui avait, oui, voilà. oui, écoute, on m'a fait lire, l'apologie du jeu à la nantaise, qui est un très bon bouquin, si tu l'as pas lu, qui te plaira beaucoup, sur justement cette culture-là, et cetera. Donc oui, alors, C'est j'avoue ne pas être un grand aficionado de foot, en tout cas pas des championnats de France aujourd'hui, donc je sais plus trop ce que vaut le FC Nantes, mais mais oui, oui. Je mais sens que c'est pourquoi on n'est difficile. pas voilà, pourquoi on est partenaire? Je me souviens très bien de la façon dont on a pris la décision. À l'époque, c'était si les femmes dans la réunion qui sont là sont alignées, enfin, nous disent oui, et c'est elles qu'on a interrogées en premier, on ira. Si c'est non, elles nous disent: «Vos trucs de mecs là, c'est n'importe quoi», on n'ira pas. Pourquoi? Parce que tous les matchs, on invite à Nantes et à l'extérieur, hein, on invite des salariés avec un de leurs proches à aller voir le match. Donc tous les matchs, on offre des places à nos équipes au Vélodrome, au Parc des Princes, ainsi de suite. Non pas avec l'écharpe du FC Nantes, hein, ils viennent avec les couleurs du PSG ou de l'OM, je m'en fais, mais j'ai pas de problème avec ça, moi je suis supporter de Nantes. Mais ils sont invités. Donc le partenariat, il est très vivant. Premier élément, ça fait vivre l'entreprise. Puis deuxième élément, chaque année, on a le stade de la Beaujoire pour nous et on fait un tournoi inter-établissement, un homme, une femme de chaque établissement, un homme, une femme obligatoirement, de Mmh. chaque établissement. Et pendant une journée, des équipes se rencontrent, jouent ensemble, jouent y compris avec le DG délégué aux finances qui arbitre souvent, et moi je joue au foot ou j'arbitre, ça dépend. Et il n'y a pas de monsieur Siret hein, quand on est sur un terrain. C'est oui, Mmh. parce que sinon le ballon, le temps de dire monsieur Siret, le ballon est déjà Ouais, parti le bon est parti. Ouais. ou l'adversaire est arrivé. Donc voilà, donc très concrètement, bah, c'est aussi un investissement pour dire tous les ans, et les équipes là, c'était il y a un mois et demi là, je crois, bah, c'est dingue quoi. Le retentissement que ça peut avoir de je prends l'avion, j'ai peut-être jamais pris l'avion de ma vie. Je viens à Nantes, je suis accueilli par le siège, à la gare, à l'aéroport, ainsi de suite. On m'emmène au stade de la Beaujoire en voiture ou dans le bus du FC Nantes. Et j'arrive dans le stade, je me change dans les vestiaires des pros, je rentre sur le terrain.
je joue je me prends des photos et la finale, il y a la musique de la Ligue des Champions, et ben je repars, je suis ravi. Enfin voilà. Donc voilà, on investit beaucoup pour faire que nos équipes se rencontrent et vivent l'entreprise au-delà de vivre leur propre établissement en fait. Mmh. Oui, en fait, ce dont tu parles et ce dont on parle depuis le début, tu as derrière cette volonté de se dire il faut formaliser, c'est pas juste pour faire les ayatollahs de la culture, c'est aussi ce dont tu parles, c'est cet alignement Pour le qu'il faire faut, vivre, tout à fait. qu'il faut réussir à maintenir et puis d'une part faire vivre et d'autre part faire vivre une expérience cohérente en fait. Garder quelque chose de On cohérence qui est espère, pas facile sur 86 sites. Euh, il y a tout à fait. il y a un levier qui pour moi est clé là-dessus. C'est aussi le management de proximité. Alors je connais pas les bons titres. Je sais pas si on dit si c'est des cadres de santé ou si c'est quelle est la bonne manière de les nommer. Mais qu'est-ce que tu mets en place justement pour à ce niveau-là pour garantir une homogénéité des pratiques qui sont en fait une énorme courroie de transmission de ta culture partout sur le terrain. Tout à fait. Alors, 2 éléments principalement, je dirais. Le premier, c'est effectivement, tu l'as dit, répartir nos équipes avec, enfin sous-diviser nos équipes avec des managers de proximité. C'est-à-dire que on a inventé chez nous des métiers qui, dans le secteur de la santé, à ma connaissance, n'existent pas. Dans les EHPAD, par exemple, ce sont des aides-soignants ou des aides-soignantes, qui sont, on appelle ça nous maîtres ou maîtresses de maison, donc qui sont managers de proximité de Mm. 5, 6, 7, 8 personnes. Donc qui recrute, hein, c'est elle qui c'est cette personne-là qui recrute son équipe, c'est le lien avec, la famille, avec, les personnes qu'elles accompagnent, aussi. On a mis ça en place dans nos cliniques, on a mis ça en place y compris, dans nos équipes d'hôpital à domicile. Pour préciser ce que l'hospitalisation à domicile, c'est pour éviter ou raccourcir une hospitalisation. Donc ça peut être, juste après la naissance d'un bébé avec une naissance compliquée où il faut accompagner le bébé ou la maman ou la maman, jusqu'à la fin de vie, en soins palliatifs et autres pour, j'ai un cancer et je vais pas mourir à l'hôpital, je meurs chez moi avec des équipes qui viennent chez moi, médecins, infirmières, aides-soignantes, Mm. kinés, ainsi de suite, rééducateurs qui viennent chez moi. Donc, je raccourcis ou j'évite une hospitalisation. Mais même dans ces métiers où finalement il n'y a pas de mur, hein, parce que nos équipes sont déployées sur un territoire, eh bien, on a organisé du management de proximité avec par territoire finalement des équipes pour avoir un manager en fait Mm. avec lequel échanger, ainsi de suite, et un repère, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier élément, c'est qu'on a vraiment, et donc on a créé une formation interne parce que les aides-soignants ou les aides-soignantes ne sont pas formés au Mais management. non, pas du tout, Donc on exactement. a créé, et les infirmières non plus d'ailleurs, ou alors il faut devenir cadre de santé, ainsi de suite. Bah, nous, on a créé des formations internes avec des postes spécifiques pour accompagner au management ces managers de proximité-là. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, on a une démarche générale qu'on appelle Esprit, équipe soudée par une posture responsable incarnée par tous, et qui se déploie là, à partir d'une équipe siège, l'équipe appui transformation, qui est au sein de la direction des ressources humaines, et qui, elle, accompagne les équipes en établissement et au siège d'ailleurs, sur les principes managériaux qu'on veut renforcer, sur lesquels on s'appuie à partir des valeurs de l'entreprise et qu'on veut déployer, renforcer, répéter, j'ai envie de dire, parce que la pédagogie, c'est la répétition, Ouais, clairement. dans nos établissements. Et donc, il y a cet effort-là qui est très important, hein, d'investissement d'une équipe de 4 personnes qui ne fait pas que Esprit, mais qui fait notamment ça, pour accompagner nos équipes sur le réflexe du questionnement, le réflexe de la coopération, le réflexe du pouvoir d'agir, voilà, pour renforcer ça, ancrer ça dans nos équipes, euh, sur l'ensemble de nos établissements, en fait. Et quand tu dis qu'ils les accompagnent, concrètement, ça se matérialise comment? Bah, C'est du ça veut coaching, c'est dire des des ateliers, c'est des formations? formations sur Ouais. site, répétées. Oui, oui, c'est de la formation sur site au sein des établissements, en interétablissement aussi, parce que c'est intéressant de mixer les équipes en interétablissement pour vraiment ancrer ça, en fait. Hmm. Et tu vois, il y a un truc, c'est que tu fais tout ça et quelque part, j'imagine aussi que tu le fais pas pour rien et pas simplement par bonté d'âme et ou pour le beau geste et par l'esprit du beau jeu. Euh, il y a un truc dont on parlait avec quelqu'un qui s'appelle Christelle Poujeul, qui travaille à la SNCF, qui est directrice de la transformation, et qui me parlait de la symétrie des attentions. Mmh, Et qui disait, et c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, c'est ce côté. Et tu vois, même moi, pour illustrer très, très, très concrètement, si demain j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de ma mère ou de mon père parce que ils arrivent à une période qui est difficile dans leur vie, j'ai un peu envie de savoir comment cette entreprise s'occupe de ses salariés pour savoir bien sûr, comment est-ce qu'ils vont s'occuper de leurs clients concrètement ou leurs patients. bah, bien sûr, bien Euh, sûr. et, et
Ça, est-ce que c'est quelque chose que... Alors, c'est dur de mettre des chiffres dessus, mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à observer, ce côté prendre soin de tes équipes se répercute sur la manière dont on prend soin de nos patients? Alors, comment ça se répercute? C'est pas forcément facile à mesurer. Hem, alors d'abord, effectivement, je partage ce que tu as dit, la symétrie des attentions. D'ailleurs, on a travaillé avec, l'organisme qui a beaucoup déployé ça chez Accor d'abord et puis après, Mmh. au-delà d'Accor, il y a quelques années. On continue à s'appuyer sur cette démarche. Nous, elle est de fait parce que, j'ai envie de dire, dans des métiers de service, et c'était comme ça chez Accor aussi, évidemment, c'est aussi sans doute pour ça qu'ils l'ont lancé, c'est qu'à partir du moment où on vit avec nos clients et que nos équipes sont toutes en contact continu avec nos clients, si nos équipes ne vont pas bien, le service Exactement. rendu ne peut pas être bon. Enfin, je veux dire, Non, si tu des gens complètement déprimés qui sont là pour s'occuper de toi, voilà. mais ils ont pas envie de le faire, ils Effectivement, ont pas envie de faire le ça peut pas ouais, non. marcher et puis en Mmh. plus, non seulement ils ont pas envie, mais parce que je dirais que dans une usine, ça peut être la même chose. Mmh. Mais à la limite, peut-être que le produit fini à la fin de l'usine peut être corrigé, réparé et puis bon, le client s'est pas rendu compte que bon, Bien mais là, sûr, c'est ça tu pas peux pas. possible. Ouais. C'est pas possible. Bon, donc pour nous, c'est un impératif, c'est sûr. Donc la symétrie des attentions, on y est très, hem alors comment ça se mesure? Bah, ça se mesure par le fait que, heu, hem même si c'est pas facile, hein, tu l'as dit et tu as raison. Ça Mmh. se mesure par le fait que, nos activités, se développent. On accompagne plus de patients, dans nos hôpitaux à domicile, par exemple, et ainsi de suite. Nos activités se développent. Ça se mesure aussi parce que, bah, crise Covid, post-crise Orpea, dans nos EHPAD, qui est une partie de nos activités, les niveaux d'activité sont pas du tout revenus à avant Covid. Bah, chez nous, chez la plupart des acteurs, quels qu'ils soient, chez nous, ils le sont presque revenus. Donc ça, c'est pas anodin, je pense. Ça se mesure aussi, par, les enquêtes satisfaction qu'on fait auprès de nos clients, patients résidents et familles accompagnants, régulièrement et puis le baromètre social aussi qu'on prend auprès de nos équipes, là aussi, régulièrement 2 fois par an. Et puis ça se mesure aussi et ça c'est plus, enfin indirect, j'en sais rien, mais ça se mesure aussi par le fait que, ouais, je vais te prendre un exemple très simple. Mmh L'autre mh. jour, hem, il se trouve, moi je ne le savais pas du tout, qu'il y a une de nos voisines qui discutait avec mon épouse, et qui, disait: «Ah bah, j'ai transféré», sa maman est assez jeune mais a des troubles cognitifs. «J'ai transféré maman, elle s'en occupait avec son frère qui est à Paris et sa maman était à Paris, ça se passait très mal dans l'établissement dans lequel elle était. Je l'ai transférée, dans un de nos établissements, moi je ne savais pas et elle disait à mon épouse qui ne savait pas non plus, bah, tu remercieras Willy parce que vraiment, l'accompagnement est super, voilà. Donc ça a pas valeur de je veux dire ça sauf que, bah, on est à Nantes, on a Mmh. différents exemples et puis, bah, voilà, donc je pense que ça vaut quelque chose quand Bien même, sûr. même si des courriers de plainte, hein, on en reçoit aussi, évidemment et ils arrivent sur le bureau de mon père et sur mon bureau, hein. Il y a aucun Mmh. filtre, hein. Ces courriers-là arrivent directement chez nous. Mais voilà, ça se traduit par ça et puis ça se traduit aussi, je pense, quand on fait visiter nos établissements, en tout cas ceux qui viennent visiter nous le disent, ils ressentent quelque chose. Moi, Mmh. j'avoue que, bah, je suis dedans, donc j'ai plus de mal à Bien sûr. à le mesurer ça, mais ça m'est arrivé encore cet été en faisant visiter certains de nos établissements, les personnes en sortant nous ont dit: «Chez vous, il y a quelque chose, il y a quelque chose». Les gens ont le sourire, Mmh. enfin, il y a quelque chose. Bon, bah, voilà, c'est ce qu'on recherche en Mmh. tout cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me rappelle la 1re et seule fois d'ailleurs où j'ai visité un EHPAD, je pense que j'avais 18 ans et c'était un petit job de consultant que je faisais et en gros, je travaillais avec quelqu'un qui faisait de l'audit, de structures de santé et vraiment c'était traumatisant, quoi. Je savais pas du tout où je mettais les pieds, mais il y avait un côté, très dur, j'avais trouvé dans cette visite-là, Oui, ça m'a vraiment dérangé le lit, quoi, tu vois? Et ça, c'était vraiment pas très très cool. Et tu as parlé aussi d'Orpea tout à l'heure. Tu es dans un secteur qui a été dévasté, je pense, par ce scandale-là, parce que, enfin, tout le monde, le grand public en a entendu parler de manière assez poussée, puis c'est quelque chose qui est très émotionnel, et cetera, et cetera. Et dans ce contexte-là, avec quelque chose une activité qui est difficile de fait, sur certains pans et qui a été extrêmement entachée par des pratiques, assez atroces, on peut le dire, de la part de cet acteur-là. Comment tu arrives, aujourd'hui à singulariser, LNA Santé pour qu'entre guillemets, on vous mette pas dans le même pot que tout le monde? Qu'est-ce
sur quoi tu t'appuies en termes de communication ou même enfin, vis-à-vis de l'extérieur pour, justement qu'il y ait une vraie singularité dans, ton entreprise et ton activité par rapport à tout ça? Alors je dirais que le premier élément, c'est quels que soient nos métiers parce que, hem tu es opéré chez nous demain, c'est une opération entre guillemets «rapide» et c'est une demi-journée, en ce qu'on appelle en ambulatoire. Tu Mmh. rentres le matin, puis tu sors en fin de matinée ou en début d'après-midi. L'expérience ou alors tu viens passer, les derniers jours de ta vie pendant 2 ans et demi chez nous. Mmh. Pour nous, l'expérience que tu vas vivre, l'accompagnement qui t'est proposé, il doit être, de même qualité, j'ai envie de dire. Quand bien même la durée n'est pas la même. Donc, j'ai envie de dire, quels que soient nos métiers, la chirurgie, la réadaptation, alors après il y a des différences parce que quand tu arrives en réadaptation, l'objectif c'est que tu ailles mieux Mmh. quand tu sors de l'établissement, 3 semaines ou 1 mois après, que quand tu es arrivé après ton AVC, après ton opération ou autre, c'est évident. Quand tu rentres dans un EHPAD, les EHPAD aujourd'hui, ça représente 45 de nos activités à peu près. Donc le gros de nos activités, ce sont les activités de santé, autres. D'accord. Mais quand tu arrives dans un EHPAD, par nature, tu rentres et tu «sortiras» entre Potentiellement, guillemets, tu en ressortiras pas. moins bien que voilà, Mmh. c'est pas le même métier. Donc ce qui compte, c'est que l'accompagnement soit le meilleur possible. Mais j'ai envie de dire, mais c'est la même exigence bienveillante, hein, quels que soient nos métiers, de dire: l'accompagnement doit être le meilleur possible, qu'il dure une demi-journée ou qu'il dure, 2 ans ou 2 ans et demi ou plus. Ça, c'est le premier élément. Pour répondre à ta question sur Orpea, ouais, ça a été un choc. Ça a été un choc évidemment parce que, il y avait, et je pense que ça a été, ce qui leur a nui beaucoup, c'est qu'il y avait une notion d'invulnérabilité dans cette entreprise et finalement qui se répandait sur le secteur. Il y avait ce leader-là du secteur, qui était, invulnérable, qui se déployait partout, très, très vite, ainsi de suite. Mmh. Alors ça a été un choc, mais un peu paradoxal. C'est-à-dire que nos équipes et je me souviens très bien avoir échangé avec, l'ensemble de nos directions d'établissement et puis des équipes après sur le terrain, quelques jours après, la sortie du livre, Mmh. ne se sont jamais sentis concernés, en fait. C'est-à-dire, ce qui était décrit, elle nous disait: «Mais ça se pose pas chez nous, donc Mmh. bon, OK, très bien, c'est chez eux». Ça veut pas dire que chez nous, je le répète, tout est parfait. Ça veut Non, dire bien que sûr. vraiment les principes managériaux et ce qui se passait, elles se sont pas senties concernées. Pour autant, ça a beaucoup inquiété. Alors pas du tout dans nos activités de santé, parce que là, vraiment, patients et autres, c'est passé complètement, Mmh. par contre, dans nos activités d'EHPAD, il y a eu beaucoup de questionnements de la part des familles. Bah, tu penses que Heu le téléphone sonne quoi qu'il se passe, tu veux t'assurer que c'est pas que toi exactement, tes exactement. parents sont pas en train de vivre ça, quoi. Exactement. Alors, de questionnement, pas tant pour ceux qui y étaient, parce que ceux qui y étaient et nous l'ont dit aussi, il y a eu des témoignages très forts de familles ou de résidents qui ont témoigné. Je me souviens qu'il y a une résidente, plus de 90 ans, qui a témoigné sur une radio dans l'ouest de la France en disant: «Oh mais moi dans mon établissement, je suis très bien, c'est pas du tout ce que j'entends», ainsi de suite. C'était Mmh. super et moi j'étais allé sur l'établissement quelques semaines après, je crois et elle avait le directeur m'avait dit: «Oui, madame X veut absolument vous voir parce que» bon, très bien, super et elle m'avait dit: «Monsieur, mais moi, c'est pas du tout ce que je vis, nin nin». Bon, donc on a eu beaucoup de témoignages très positifs de la part des familles en disant: «Nous, on n'est pas concernés». Par contre, il y a eu quelques familles qui ont posé des questions et c'était logique sur comment s'est fait, la Mmh. cuisine chez vous, comment enfin voilà. Et puis il y a eu surtout ceux et celles qui connaissaient pas nos établissements et les établissements, qui elles aujourd'hui sont beaucoup plus le niveau de défiance au départ est très fort et il faut, déjà faire beaucoup pour Mmh. revenir à un niveau neutre pour Mmh ensuite mh. créer de la confiance. Bon, ça c'est une nouveauté, c'est vrai. L'impact principalement, il a été, pour nous, réglementaire, très fort et Mmh. puis tu dis: «Comment on fait pour ne pas être associé?» Bah, c'est pas forcément facile parce que alors évidemment, on s'appuie sur tout ce que j'ai dit avant, sur notre culture d'entreprise, sur des preuves, hein, surtout, pas des paroles, sur des preuves. Qu'est-ce que vous faites chez vous concrètement? Qu'est-ce qu'on fait chez nous concrètement? Et ainsi de suite. Pour autant, ne pas et les politiques, et moi je leur en veux un petit peu parce que c'est trop facile, la généralisation et la simplification, ils ont mis, ils ont cloué au pilori tout un secteur et dont on a du mal encore Mmh. à se remettre, quand bien même on ne se sente pas concerné par ce qui a été décrit et que nos équipes, et c'est ce qui est le plus important, ne se sentent pas concernés, nos clients non plus d'ailleurs. Mais pour autant, il faut effectivement, bah, beaucoup donc on travaille beaucoup sur, oui, sur les preuves et je le répète, le la transparence, c'est pas de construire des éléments de langage, des éléments de c'est, bah, concrètement, voilà ce qu'on fait, d'ouvrir nos établissements.
Tu vois, on incite beaucoup nos directions, c'est pas fait partout encore, en disant dans les visites famille pour découvrir un établissement. Là, je parle des EHPAD, parce que vraiment nos cliniques n'ont pas du tout été touchées par ça. Mm. Mais dans nos EHPAD, ben, dans la visite de l'établissement, la première fois, vous faites visiter la lingerie, la cuisine, enfin, vous montrez le back-office, entre guillemets, de l'établissement. Nous, on n'a rien à cacher, hein. Et je le répète, on ne rend pas un service tous les jours parfait, 365 jours par an, 24 heures sur 24, mais l'intention, elle est là, l'organisation, elle est là aussi. Ça n'évite pas les erreurs. On les corrige quand on fait des erreurs, mais on n'a rien à cacher. Et donc, on invite beaucoup nos équipes, nos directions d'établissement à ouvrir finalement et à montrer ce qu'on fait et à incorporer beaucoup plus. Là, je pense que là où on a encore à travailler, mais c'est un de nos axes de notre projet stratégique, c'est de donner un rôle au-delà oui, donner un rôle vraiment aux familles, aux résidents évidemment, mais Mm. aux familles dans nos EHPAD supérieur à ce qu'il était. Leur donner, oui, un rôle, une utilité, tu parlais d'utilité tout à l'heure, Mm. et bien que les familles se sentent effectivement actrices, utiles dans la vie de nos institutions. Oui, bien sûr. Ce qui évite aussi de prendre un rôle qui soit le rôle de vigilance et Bah, ça d'opposition. l'évite, oui, Et... tout à fait. Ça l'évite pas forcément parce que c'est forcément un déchirement, une rupture pour une famille et c'est un renoncement. De dire, à un moment donné, je ne peux plus faire face et je suis obligé de confier mon parent à quelqu'un d'autre. Évidemment qu'il y a un renoncement, il y a un sentiment de culpabilité très fort, hein. Mais eh bien, faut pas qu'on soit dans une rupture justement. C'est-à-dire, j'ai Exactement. Ouais. accompagné, je me suis épuisé d'ailleurs à accompagner pendant un moment au domicile, et puis à un moment donné, je ne fais plus rien. J'ai confié mon parent à un proche, à une institution, pardon, et je ne fais plus rien. Je n'ai plus aucun rôle. Bah non, il faut qu'on arrive à Mm. intégrer mieux qu'on le fait aujourd'hui les familles avec un rôle auprès de leurs proches. Mm. Et le rôle Et qu'elles souhaitent, pas un rôle qu'on bien sûr. impose. Et tu vois, pour revenir sur ce concept de symétrie des attentions aussi et le rôle que tu donnes aux gens au sein de tes établissements, bon, il y a aussi un autre contexte qu'on peut citer, c'est que bon, tu as énormément de métiers, mais pour une grande partie d'entre eux, tu es sur des secteurs qui sont très tendus en termes de recrutement. Donc, tu vois, on parlait de te singulariser. Il y a aussi ce côté être capable de, de donner envie à un aide-soignant, un infirmier de venir bosser chez toi plutôt que dans la crèmerie d'à côté. Et ça, c'est des trucs que tu as bien compris, de ce que je comprends, puisque quand on s'est parlé pour la première fois, tu me disais que l'expérience employeur, c'était un pilier à part entière de ton plan stratégique dont tu parlais. Et ça, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu mets en place à ce niveau-là? Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais par exemple, on a beaucoup travaillé sur les mois d'intégration. Notre métier est un métier d'accueil de personnes fragilisées. Bah, comment on accueille les personnes qui vont elles-mêmes ensuite accueillir les patients, les résidents? Mmh. Se sentir attendu, se sentir accueilli, se sentir accompagné les premiers jours, le premier jour, les premières semaines, le premier mois. Donc, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là d'intégration. Parce que on pourra mettre tout ce qu'on veut en termes d'attractivité. S'il n'y a pas de fidélisation, on ne travaille pas sur la fidélisation derrière pour que les équipes restent, en fait, c'est un saut percé en fait, qu'on C'est sûr. donc, on a beaucoup travaillé sur l'intégration et puis sur des aspects de fidélisation et notamment par l'actionnariat salarié. J'y reviendrai Ouais. si tu veux après. Deuxième élément, c'est que par exemple, l'accord qualité de vie au travail et évolution des compétences, on l'a co-construit avec nos partenaires sociaux. C'est-à-dire, on ne leur a pas donné un document à Mmh. amender, à compléter. On a co-construit avec eux lors d'ateliers ce sur quoi ils voulaient, ils imaginaient que l'entreprise travaille. Et donc, Mmh. on a travaillé avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on a dit oui à tout ce qu'ils ont demandé, Bien mais sûr. on a co-construit avec eux vraiment l'accord et du coup qui se déploie sur 3 ans là. Mmh. On a mis en place une cellule de recrutement interne. C'est-à-dire, Mmh. on a une petite équipe qui est spécialisée et qui recrute pour nous des médecins, des pharmaciens, des thérapeutes, des chefs de cuisine, ainsi de Mmh. suite. Alors pas pour tous ça n'a pas déchargé hein, nos directions, le rôle des directions d'établissement, des équipes, ainsi de suite. C'est bien en complément pour Oui, ça dire, bah, permet nous, on va ça vous permet de sourcer des sourcer, candidats. exactement. Exactement. Et on vous amène des candidats qualifiés. Et après, c'est à vous de jouer pour les convaincre de venir chez. Mais on a créé ça, c'est assez récent. Mmh. On a une école de formation interne aussi. Donc un certain nombre de nos professionnels d'établissement, quand ils sont repérés comme étant, j'ai envie de dire, des bons professionnels, Mmh. eh bien, sont identifiés, sont accompagnés pour devenir formateurs eux-mêmes. Donc ils dédient une partie de leur temps. Ils restent professionnels de terrain, hein, et on y tient beaucoup,
et ils dédient une partie de leur temps à former leurs pairs dans d'autres établissements. Et donc là, on a une centaine au sein de LNA Formation, on a une centaine de professionnels qui passent 2 jours, 3 jours, 4 jours par mois à former leurs pairs sur différents établissements. Et donc là aussi, on revient à la culture d'entreprise. On fait vivre la culture d'entreprise parce que je vais former mes pairs dans d'autres établissements. Je reviens aussi avec des bonnes idées. Je découvre d'autres établissements et je reviens avec des bonnes idées de ce que j'ai vu ailleurs. Et puis parfois aussi, comme dit la formule, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me console. À un moment donné, je reviens aussi en me disant, bah, chez nous, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a des bonnes idées que j'ai vues, mais enfin, chez nous, c'est pas mal quand même. Bon. Voilà, donc on a mis en place, et il y aurait plein d'autres éléments à citer, et notamment l'actionnariat salarié aussi. Chez nous, on a plus de 10% de l'entreprise qui est détenue par les salariés. On a plus de 2150 environ salariés qui sont actionnaires. Alors, au travers d'un outil, j'ai envie de dire un peu classique que d'autres entreprises ont via la participation et l'intéressement, donc plan d'épargne collectif, d'une part, mais aussi on a créé une structure, en fait, une holding qui rassemble près de 700 salariés qui ont investi, qui sont représentés au conseil d'administration et qui ont investi plus de 40 millions quand même entre l'investissement et l'endettement qu'on a mis dans cette structure et qui détiennent ces deux véhicules, entre guillemets, détiennent 10% de l'entreprise. Et nous, on tient beaucoup à ce que cet actionnariat salarié il se renforce parce que c'est pas tout à fait la même chose quand c'est aussi mon entreprise, Bien sûr. parce que j'en ai une petite partie. Et puis, alors même si on a encore beaucoup à faire sur la culture économique, des entreprises comme Decathlon ou autres ont beaucoup travaillé là-dessus. Nous, on a encore énormément à faire, mais bah oui, je découvre que, y compris des partenaires sociaux hein, qui sont aussi actionnaires, je découvre que être actionnaire, c'est pas ni un gros mot, ni une rente, quoi. Je prends un risque, j'ai investi de l'argent. Est-ce que mon argent, je le retrouve? Ouais, ben, c'est pas sûr. Est-ce que, enfin voilà, ça et d'ailleurs, on réunit nos actionnaires, nos salariés actionnaires, de cette structure qui s'appelle LNA Ensemble, en petit comité ou en assemblée générale et là, on parle que d'économie de l'entreprise, hein. Économie, stratégie de l'entreprise, on dissocie bien. Là, vous êtes plus salariés, on est tous actionnaires. Donc voilà, donc il y a tous ces éléments-là, il y en aurait d'autres évidemment, mais qu'on travaille parce que tu l'as dit, on est un métier en tension et j'ai envie de dire, enfin, dans tous nos métiers, hein, ça vaut pour recruter un chef de cuisine, Bien sûr. comme ça vaut pour recruter un médecin ou un aide-soignant ou une aide-soignante ou une infirmière, hein. Et chez cet actionnaire salarié, il y a toujours une question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu fais pour pas créer des effets de seuil? Parce que si tu veux, ce qui est génial, c'est quand tu fais entrer une partie de tes salariés au capital, ça veut dire qu'il y a une partie que tu fais pas entrer. Et comment est-ce que où est-ce que tu mets la barre et comment est-ce que est-ce que ça a posé des sujets de cet ordre-là chez toi? Parce que j'imagine que c'est compliqué de mettre tes 9000 salariés au capital de l'entreprise. Tu as peut-être des durées Ah, j'adorerais. mais t'as peut-être des durées d'ancienneté qui s'y prêtent pas aussi toujours. Mais, Ah oui. voilà, comment Alors, est-ce que t'as tranché ça? ouais, elle est très intéressante ta question. On a beaucoup communiqué sur le fait qu'il n'y a pas des sous-salariés et Mmh. des super salariés, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire ceux qui sont actionnaires, ça nous intéresse et on a envie encore plus le soient, mais ils n'ont pas de droit particulier en tant que salariés. C'est-à-dire, ils sont pas protégés particulièrement, ils ont pas, enfin, je sais pas quoi, de plus que les autres. Enfin, je veux dire, on Mmh. considère pas du tout différemment les salariés selon qu'ils soient actionnaires ou pas. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que en plus, il y a 2 niveaux d'actionnariat chez nous, parce que je le répète, il y a l'actionnariat qui réunit le plus de salariés via la participation et l'intéressement. C'est un actionnariat que je qualifierais d'indirect, c'est-à-dire je fais Mmh. le choix de ne pas percevoir de l'argent pour l'investir en actions LNA Santé et l'entreprise abonde en plus. Mmh. Bien sûr. Mais c'est de l'argent que j'ai pas perçu, que l'entreprise allait me donner, que je ne perçois pas. Mmh. Le deuxième niveau, donc ça c'est très bien, mais c'est un actionnariat entre guillemets plus passif, j'ai envie de dire, même si Mmh. c'est bien d'être actionnaire, enfin c'est bien, je suis bien actionnaire dans l'entreprise. Il y a un actionnariat un peu plus actif, c'est-à-dire ce qu'on a créé avec Hélène ensemble, Mmh. où là c'est vient qui veut, avec les moyens qu'il veut, mais ça peut pas être en dessous de 5 000 €. Mmh. Ce qui de fait, Heu, est pas, enfin, met une barrière, bien sûr, bien mmh. sûr.
mais pour autant, on a été très surpris sur la diversité des métiers parce Mmh. qu'on ne connaît pas l'histoire personnelle de chacun. Non, bien sûr. Et il faut surtout pas de préjugés là-dessus parce qu'on a des agents de service qui ont investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'entreprise. Euh, et on n'en fait pas plusieurs catégories parce que les directions d'établissement, d'ailleurs, savent ou savent pas qui est actionnaire au sein dans Helena Ensemble parmi mes équipes. Mmh. En tout cas, on n'est jamais passé par les directions d'établissement, on s'est adressé directement à chaque salarié. Mmh. On n'en a jamais fait une obligation, c'est-à-dire on a été très clair, en disant vous venez si vous voulez, on a envie que vous veniez, mais vous venez si vous voulez, et c'est vraiment si vous voulez. Ne nous faites pas le procès dans 7 ans, parce que c'était l'horizon, Mmh. de dire oui, vous nous avez forcé, vous nous avez incité, j'ai perdu une partie de mon argent, ainsi de suite. C'est si vous voulez. Et pour autant, on a été ravis, et moi je me souviens même, ça a été un peu un espèce de grand vide, entre guillemets, enfin un espèce de précipice en dessous de Mmh. moi quand on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 700 personnes et qui avaient mis autant d'argent. Donc la responsabilité, quelque part, qu'on avait nous, même si on est bien dans une intention collective Bien sûr. et une démarche collective. Mais c'est un super levier. Et donc sans discrimination aucune entre les Mmh. salariés, et ben, les salariés qui sont actionnaires, il y a effectivement un engagement sur le questionnement économique de l'entreprise, euh, il y a un engagement sur c'est mon entreprise qui est, je pense, encore un petit peu plus fort, quoi. Oui, oui, complètement. C'est Et puis tu casses un peu la barrière entre il y a les patrons et les gens sur le terrain aussi, tu vois? exactement, Donc ouais, non, effectivement, et c'est toujours des très bonnes histoires, et c'est très concret. Le sujet de l'actionnariat exactement, salarié, c'est toujours là, tu rentres vraiment dans, ouais, c'est aussi ta boîte, en fait. C'est pas juste des paroles. Tu disais tout à l'heure, on communique pas sur des paroles, on communique sur des preuves. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est facile, entre guillemets, de construire un beau narratif, et tu peux plus prendre une très bonne agence et exactement. qui te le fera très bien. C'est plus dur d'avoir des choses à prouver et à mettre en face. Exactement. Tout à fait. Et après, ce qui est par contre compliqué, c'est de le faire vivre en fait. Parce Oui, que de le faire vivre, donc on a créé comme sur ton smartphone où tu as une appli pour ta banque, ouais, je suppose, eh ouais, tout bien à les fait. salariés ont un portail pour accéder à leur. Mais ok, mais ça c'est intéressant, c'est pratique, mais ça fait pas vivre. Et Mm. donc, et là par exemple, on va multiplier par 3 en fait le nombre de réunions. On avait une assemblée générale par an qui réunissait le maximum de salariés, mais évidemment les 700 peuvent pas venir. Et on voyait que bah il y en avait un peu moins qui venaient chaque année. Bon bah là on s'est dit bah maintenant on en fera 3, tant pis, ça va nous prendre du temps à nous, mais on ira dans les territoires faire 3 AG, enfin il n'y aura qu'une AG officielle, mais 3 réunions du même type pour être au plus près des équipes et échanger avec elles, les salariés actionnaires, sur l'économie de l'entreprise, l'avenir de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Mm. Et donc on va se démultiplier pour faire vivre ça, parce qu'en fait c'est de faire vivre ça au plus près, quoi, dans les échanges. On voit bien que dans nos échanges qu'on a, c'est autour du premier verre ou du deuxième, qu'il y a le plus de questions en fait. Hein. C'est pas Bien en sûr. séance plénière, c'est Non, c'est après. certain. Ah mais je vous ai pas posé cette question-là, mais ta. Et là il y a plein de questions et c'est super intéressant. Mm. Effectivement, c'est super intéressant, et ça nous amène doucement vers les dernières questions traditionnelles de fin d'épisode. La première, c'est un peu toujours pareil. On a beaucoup parlé de ce que tu as construit depuis, ce que vous avez construit en famille avec un S depuis 1999. Maintenant, bah, ce que j'ai aussi envie de faire, c'est de se demander, bah, quand on grimpe sur ces épaules-là, aujourd'hui, où est-ce que tu te projettes et est-ce que vous projetez Helena Santé sur les 3, 5 prochaines années? C'est quoi l'ambition finalement? Tu as parlé de ce plan stratégique, donc j'imagine qu'il y a Oui. quelque chose de clair. Oui, effectivement, on a. Alors, quand nous, nos projets stratégiques, je parle, tu vois, plutôt de projet que de plan. Parce Mm. que pour moi, un plan, c'est établi, ainsi de suite. Dans le monde totalement incertain dans lequel on est, c'est vraiment un projet parce que c'est chemin faisant qu'on adapte aussi. Hein. Mm. Pour autant, le cap, il est clair. Moi, je suis pas du tout marin, mais on avait pris une image très maritime, c'est que plus la mer est agitée, plus le cap doit être clair. Donc, le cap, on l'a fixé clairement. Et nous, le cap, on le fixe comment? On a donc au travers du projet stratégique qu'on a rédigé, effectivement. Et en fait, on s'amuse à rédiger un article de presse fictif dans 5 ans qui parle de l'entreprise. Et voilà l'horizon qu'on se fixe, en fait. Et donc là, on a fait un article du Monde, pour pas le citer, un article fictif du Monde qui parle de l'entreprise en février 2028, qui parle de Helena Santé. Et donc c'est ça le cap qu'on s'est fixé. Et donc euh, l'expertise médicale, être des bons professionnels, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire bien notre métier, une mission de service public dans une entreprise privée, un esprit de proximité, de PME, garder cet esprit de PME. Hein. Moi, j'y tiens beaucoup, Mm. ambitieuse mais humble, qui innove.
une croissance ancrée dans nos territoires, c'est-à-dire nous, on n'a jamais rêvé, je pense que c'est ce qui a fait tomber certains de nos confrères, à une croissance la plus rapide possible, ainsi de suite. C'est pas du tout notre rêve, puis on n'en a pas les moyens, hein, de toute façon. Donc on est très réaliste par rapport à ça. Mais voilà, donc effectivement, on l'a formalisé dans GE3, dans Grandir Ensemble 3, au Mhm. travers de cet article, puis après on a décliné le chemin et un certain nombre d'axes stratégiques pour y être. Et c'est quelque part, c'est rester nous-mêmes aussi. C'est-à-dire, dans Mhm. 5 ans, on a envie d'être plus grand, de Mhm. faire plus de métiers, d'innover, mais en restant nous-mêmes. Euh, il y a un colloque en ce moment, héritage et mutation. Moi, je tiens beaucoup effectivement à ça. C'est s'appuyer sur notre héritage pour faire face aux mutations, parce que c'est pas figé cet héritage-là. Mhm. Il doit nous aider euh, à faire face aux mutations de la société, du monde de la santé. Mhm. Voilà. Donc c'est vraiment ça. C'est rester nous-mêmes tout en étant une entreprise Mhm. qui va continuer à Bien sûr. s'adapter, à évoluer. Et justement, pour continuer d'évoluer, continuer de grandir, c'est quoi l'élément en termes de culture sur lequel tu penses que vous allez avoir besoin collectivement de progresser, entre guillemets, pour atteindre les objectifs que vous vous fixez? Renforcer cette notion de coopération et de pouvoir d'agir. C'est-à-dire, on est bien au sein de chaque équipe. Ça vaut pour le COMEX, ça vaut pour le comité de direction des établissements, ça vaut pour mon équipe de soins Mmh. dans mon unité de vie ou de soins. Euh, je suis pas en compétition, je suis en coopération. Euh, j'ai du pouvoir d'agir individuellement. Je pense que l'attractivité euh, des équipes, ce que tu évoquais tout à l'heure, Ouais. elle passe par le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, ça ne veut pas dire que chacun fait n'importe quoi dans son Non. coin. Ça veut dire que j'ai de l'autonomie, pas de Mmh. l'indépendance, j'ai de l'autonomie et j'ai de la capacité à faire et que euh, enfin, c'est pas rien n'est impossible, mais euh, on peut sortir du cadre, quoi. Je prends un Mmh. exemple tout simple, enfin j'en prends deux. On faisait pas de transfusion sanguine dans nos hôpitaux à domicile il y a quelques mois encore. Euh, et bien à partir d'un de nos établissements, petit établissement qui en faisait un peu, les autres plus grands sont allés voir, se sont formés, se sont inspirés, et aujourd'hui on fait énormément de transfusions sanguines dans la région centre notamment, pour éviter aux patients d'aller à l'hôpital une journée, de perdre une journée. Ben non, c'est nos équipes qui viennent chez lui ou chez elle, et il perd aucun temps, il est dans un environnement connu, ainsi de suite, de manière Mmh. sécurisée. Donc tu vois cet exemple-là de dire, hop, on innove, et il n'y a pas besoin d'autorisation du siège ou autre, on y va. Mmh. Et puis deuxième exemple, c'est, je me souviens très bien, il y a quelques années, ça c'était il y a quelques années, mais j'en aurai d'autres plus récents, d'une famille s'inquiétant que son parent n'était pas en EHPAD alors qu'elle allait le visiter. La réponse de l'équipe de la soignante étant, mais votre papa est parti faire un baptême de l'air. La réponse de la famille étant, bon, vous vous foutez franchement de moi, il est bien incapable de faire ça. Et quand les résidents sont revenus et que le monsieur a pu raconter qu'il avait à 90 ans et quelques fait son baptême de l'air et qu'il en était ravi, la famille était scotchée. Mmh. Donc voilà, c'est pas que rien n'est impossible parce qu'évidemment avec des personnes fragilisées on peut pas tout faire, mais en tout cas on s'interdit pas de sortir du cadre. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, ce côté, le pouvoir d'agir. C'est vrai que le pouvoir faire, c'est tu deux choses. Tu le côté avoir le droit de faire, c'était pas Exactement. les 1000 procédures et évaluations, et l'autre, c'est se donner le droit de faire. Mm, Et ça va avec créer de la sécurité psychologique, de la confiance en soi, savoir qu'on sera appuyé déjà s'il y a un problème, qu'on est suffisamment formé, qu'on a confiance en ses capacités. Et ça, c'est un vrai sujet culturel qui est pas évident et qui prend du temps, je pense. exactement. Qu'on a le droit à l'erreur du coup. Mmh. Exactement. Même dans des métiers risqués, parce que je le répète, on est dans des métiers forcément à risque. Ben, on a le droit d'essayer, ce qui compte c'est de corriger vite. Mmh. Alors sans faire n'importe quoi évidemment pour la vie du patient ou du résident, Mmh. hein, mais on a le droit à l'erreur. Enfin, on a le droit, oui, à l'erreur et à l'échec parfois. Enfin, mon père a échoué dans sa première entreprise, hein. Elle a été liquidée en 93, Mmh. elle est disparue. Longtemps d'ailleurs à la Banque de France, il est resté comme étant Ouais. parce que ça c'est très Bien stigmatisant en France, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Et ben il a relancé une autre entreprise. Donc ce droit à l'erreur, il est important. Même dans Mmh. des métiers, je le répète, de la santé qui sont très protocolés, très procédurés, et c'est normal puisque on Bien est sûr. dans des métiers où on a la vie Avec des gens parfois entre nos mains.
Et c'est un sujet passionnant et on pourrait parler des heures de comment créer ces conditions-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je t'ai déjà beaucoup cuisiné. Ça fait quasiment 1 heure et quart qu'on parle. Je vais quand même te rendre l'appareil et te demander, est-ce que toi, il y a une question que tu voudrais me poser sur ces sujets de culture entreprise? Peut-être parce que effectivement tu l'as dit, c'est par Nicolas, le Pochat qui Ouais. était chez nous, directeur maintenance et qui allait créer son entreprise et d'ailleurs dont on est client, hein, Oui, oui, tout à fait. aujourd'hui. Caméo. Est-ce que toi tu as moi j'aime beaucoup m'inspirer de dirigeants que je ne connais pas ou autres. Est-ce que toi comme ça, je veux pas te mettre en difficulté, mais, un nom ou quelqu'un où tu pourrais me dire: «Bah tiens, je l'ai interviewé récemment, Bien sûr. ça écoute le podcast et ça te sera utile». Ah bah c'est bien, non seulement tu me poses des questions faciles, mais en plus tu me permets de faire ma pub. C'est quand même super. Oui, dans ton cas, je pense à 2. Le premier, c'est vraiment, j'ai déjà mentionné, Edouard Pic de Cleantex parce qu'il y a vraiment bon, déjà, il y a ce côté entreprise familiale, ce côté PME avec ce côté le sang de l'entreprise, c'est quand même les gens qui sont sur le terrain et on veut que nos employés soient les mieux traités possibles. Et tu vois, par analogie avec le secteur des EHPAD, le secteur du nettoyage, c'est pas forcément quelque chose où il y a toujours Exactement, une grande culture de la prise de prendre soin de ses employés. Et pour le coup, il a complètement. créé quelque chose d'assez extraordinaire en termes de culture, en termes d'entreprise libérée. C'est vraiment un modèle à part. Tout sera pas réplicable, mais je pense que tu y trouveras des choses. Et un autre qui me vient, c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal Portelli, que j'ai interviewé il y a quelques temps aussi, qui dirige une très belle ETI en Bretagne, qui s'appelle Deltador, et qui fait de la domotique, qui a rien à voir avec ton activité pour le coup, mais je te le conseille. Pourquoi? Parce que lui, c'était quelqu'un qui avait une carrière de 4 dirigeants dans des énormes boîtes technologiques américaines, etc., etc., et qui est venu reprendre une entreprise qui était familiale. Ah, Son récit de la transition est assez doux et touchant et c'est très intéressant et qui en même temps est venu, parce qu'il y avait des choses à faire, lui donner une nouvelle dimension, l'apporter à l'international, faire des acquisitions, etc. Je sais pas si c'est des choses que tu as dans ton avenir proche ou lointain, dans tes idées de développement, mais je pense que tu trouveras aussi OK, des choses différentes. Et très bien. la première chose qu'il a fait, c'est travailler mission, vision, valeur et de voir comment on pouvait s'appuyer là-dessus, notamment sur des sujets après interculturels. Tu bosses avec des Allemands, des Européens, etc., etc. D'accord, ouais, très Donc bien, voilà, je te deux remercie. épisodes qui, dans ton contexte, je pense, seront très intéressants. Et Très puis bien. du coup, oui, une dernière question pour toi. Tu as déjà beaucoup donné, mais c'est la question traditionnelle de fin de ce podcast. Toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un père, à un dirigeant, pour faire de sa culture d'entreprise un levier de croissance? Hem, alors je dirais que, je sais plus de qui est la formule et je sais pas si la formule est exacte, mais c'est à peu près ça, j'ai lu récemment: «La culture, mange la stratégie au petit déjeuner». Oui, enfin, c'est Donc que de très toute très connu façon, depuis Seth Drucker, tout à fait. voilà, il y a pas de stratégie s'il y a pas de culture d'entreprise. C'est-à-dire que, c'est non seulement, c'est non seulement d'accepter, mais c'est un choix volontariste d'y consacrer beaucoup de temps et d'investissement, en fait. Que Mmh. c'est un investissement, c'est pas une charge. Travailler sur la culture d'entreprise, c'est un investissement absolument nécessaire, pour faire en sorte que, il y ait il y ait oui, de l'exigence bienveillante, du bien vivre ensemble et derrière de la performance parce que nos entreprises sont là pour, enfin, c'est mortel une entreprise. Donc, il Mmh. faut que ça continue à vivre. Mais voilà, je dirais de faire le choix, d'y consacrer du temps, et de l'investissement parce que c'est quelque chose qui me semble totalement, indispensable et primordial. Au-delà d'indispensable, c'est primordial. Merci beaucoup, Willy. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci pour tout ce que tu as partagé et puis à très bientôt. Merci, merci à toi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.